Elle est l'exemple même de la femme forte. Sur son parcours, elle a connu la maladie, subi les violences conjugales, expérimenté le deuil et d'autres épreuves déchirantes. À un moment donné, son monde s'écroule. Enda a du mal à s'en remettre. Mais rattrapée par sa foi, son courage et sa détermination, elle finit par se relever. Dans son livre intitulé « L'éclosion d'une femme forte », elle témoigne et donne des solutions pour sortir des difficultés. Cet ouvrage suscite vite l'intérêt des lectrices, ce qui conduit Enda à se lancer dans une nouvelle activité, l'accompagnement. Aujourd'hui, Enda Cheribi aide les femmes qui ont vécu des épreuves douloureuses comme le deuil, la maladie ou le divorce, à se reconstruire et à retrouver une vie alignée grâce à son accompagnement individuel nommé l'effet papillon. Merci beaucoup Enda d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi ma vie, je suis ravie d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Alors vous avez vécu une série d'événements difficiles dans votre vie et vous avez accepté d'en parler sur notre plateau. Encore une fois, merci parce que c'est pas facile de toujours parler de ce genre de choses, surtout à la télé. Alors la liste est longue. Oui. On commence par quoi? Comme vous voulez. Alors vous avez vécu le deuil, vous avez vécu le divorce, vous avez vécu quoi d'autre? Les violences conjugales, la vie sans domicile fixe, la maladie, le deuil, donc la perte d'être cher, donc le deuil notamment de ma maman lorsque j'étais enfant. Et puis entre 2019 et 2020, en l'espace de 5 mois, ma petite sœur qui avait 23 ans et mon frère 47 ans. Et parmi tous ces événements-là, lequel vous a marqué le plus? Alors vraiment, c'était le décès de ma sœur et de mon frère en l'espace de 5 mois. Ça, vraiment, ça m'avait anéanti. Alors, quelle est la première réaction face à une épreuve difficile? Vous avez dit que ça vous a anéanti, mais dites-nous-en un peu plus. Qu'est-ce que vous avez traversé? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma petite sœur est décédée du jour au lendemain. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle allait bien. Et puis, en fin de journée, elle s'est sentie mal. Elle avait des douleurs au ventre, des douleurs très fortes. Donc, il a fallu l'emmener aux urgences. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, je ne vivais pas avec eux à la maison. Donc, c'est mon autre sœur qui l'avait accompagnée. Ils ont pris soin d'elle. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Apparemment, ça a été très difficile. Il y a eu une hémorragie, enfin, d'après ce que je comprends, parce qu'on n'a pas vraiment tous les détails à ce moment-là. Et dans la nuit, en fait, son cœur a lâché et elle est décédée. Donc, c'est très, très soudain. On m'a appelé très tôt le matin. J'ai entendu l'information, mais pour moi, ce n'était pas possible. Donc, j'ai refusé cette information. C'est-à-dire, sur le moment, j'ai raccroché le téléphone et je n'ai pas réalisé. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser. Et quand j'ai compris, je me suis effondrée. J'ai éclaté en sanglots. Et les jours, les mois, les années qui vont suivre? Alors, les jours sont très difficiles parce qu'il faut savoir que ma petite sœur est née lorsque j'avais 18 ans. Donc, c'était un peu comme si c'était un enfant que moi, j'avais mis au monde. C'était déjà, c'est moi qui lui avais donné son prénom à la naissance, puisque faut savoir que sa maman, c'est ma belle-mère et elle n'avait pas d'idée de prénom. Il m'avait demandé de choisir un prénom. Donc, je lui avais donné son prénom. Et j'étais très fière de me balader avec elle lorsqu'elle était toute petite dans sa poussette. Je l'emmenais partout. On me demandait si j'étais sa maman. Je disais à chaque fois non, je suis sa grande sœur. Donc c'était vraiment, il y avait une histoire qu'on avait l'une et l'autre. Et c'est vrai que le fait de l'avoir perdue comme ça soudainement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, beaucoup marquée. Et la souffrance, elle était là. D'une part au départ visible, puis invisible. Et pas longtemps après, quand on commence à s'habituer à cette sensation qu'elle n'était plus là, c'est mon frère qui part à son tour. Donc c'est encore un coup qui vous est asséné encore. À ce moment-là, je réalise que toute ma famille est vraiment dans le même état que moi. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais l'impression que j'étais seule dans cet état-là. Mais au fil du temps, on se rend compte qu'on est tous dans ce gouffre. Et je vois mon père, cet homme fort et solide que j'ai toujours connu, qui s'affaiblit. Donc ça met aussi un coup parce que c'est là où on réalise que la vie ne sera plus jamais comme avant. Et est-ce que vous avez pensé à ne jamais vous relever? Oui.
J'y ai pensé. Je me suis laissée aller sur cette période-là. Je me souviens que j'avais plus envie de prendre soin de moi, je me coiffais plus, je n'allais plus chez le coiffeur, je ne faisais plus de couleurs, je me maquillais plus. C'est-à-dire que je vivais parce qu'il fallait se lever le matin, aller travailler, s'occuper de mes enfants. C'était, voilà, je faisais le nécessaire, tout simplement. Et ça a duré pendant au moins 2 ans. Alors, face aux épreuves, Inda, certaines personnes s'en remettent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, plus que d'autres personnes. À votre avis, pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà, on va parler de l'éducation, déjà, d'une part. Comment on a été éduqués, comment on nous a appris à nous comporter face à l'adversité. Déjà ça. Et puis, il y a aussi la manière aussi qu'on a à l'intérieur de nous de pouvoir comprendre ce qu'on ressent, pourquoi on va avoir certaines émotions, pourquoi on peut rebondir et pourquoi à des moments on ne peut pas. C'est tout un processus, un mécanisme, donc on apprend à identifier. Donc, je n'ai pas appris à l'identifier tôt, mais au fur et à mesure des années, en vivant des épreuves, j'ai compris qu'il y avait... il fallait toujours remettre un coup de pied dans la fourmilière pour pouvoir rebondir et pour pouvoir avancer. Et je l'ai toujours fait, plus ou moins selon les épreuves que j'avais vécues. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est comme si j'étais au fond d'un tunnel et que je n'arrivais pas à avancer. Et malgré tout. Et malgré tout, oui, tout à fait. Malgré tout, vous restez debout. Qu'est-ce qui vous a aidé à tenir? Je reste debout. C'est vrai que d'un côté, il y a mes enfants qui sont là. Donc, je ne peux pas non plus rester dans ce tunnel parce qu'il faut absolument faire des choses pour les enfants, pouvoir continuer à avancer. Et à un moment donné, ce que je comprends, c'est quand je me rappelle de qui était ma petite sœur et mon frère, c'est là où je commence à réaliser quand même que, ben non, il ne faut pas que je reste dans ce tunnel, au fond de ce tunnel, il faut que je commence à avancer, que je me libère en fait de ce tunnel-là, de ce blocage-là, que j'en sorte parce que tout simplement... Quand je me rappelle qui ils étaient, quand je parle de ma petite sœur, par exemple, c'était une personne qui avait des rêves, elle était tout le temps pleine de vie, pleine de joie, elle aimait les relations avec les autres, les gens l'aimaient, elle aimait les gens, elle nous aimait. D'ailleurs, quand elle nous étreignait d'une façon tellement forte qu'on avait l'impression qu'elle allait nous briser. Et puis mon frère aussi, qui était quelqu'un qui n'abandonnait pas, il avait toujours continué à avancer. Je me rappelle, c'était un entrepreneur, il entreprenait une chose, ça ne marchait pas, il en entreprenait une autre, etc. Un amoureux de la musique. Donc c'est vrai que quand je me rappelais tout ça, et à un moment donné, je me dis, mais je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose, puisqu'ils n'auraient pas voulu que je sois dans cet état-là. Il faut que je me remette en marche. Il faut que moi, je réalise mes rêves, que je puisse avancer, que je puisse faire des choses. Et voilà, me voilà ici aujourd'hui. Donc ça veut dire que j'ai choisi d'avancer, j'ai choisi de me relever. Et ça, c'est grâce à eux. C'est grâce à leurs souvenirs, la mémoire que j'ai d'eux. Alors, vous êtes relevé, mais est-ce que c'est facile de tourner la page, justement, après des périodes aussi difficiles? Alors, pour le deuil, on ne tourne pas la page. La page ne se tourne pas. C'est-à-dire que le deuil fait partie de nous. Le deuil, c'est quelque chose... les personnes vous manquent quand elles ne sont plus là, les êtres chers, elles nous manquent. C'est apprendre à vivre avec leurs souvenirs. On ne pourra plus les prendre dans nos bras, on ne pourra plus leur dire qu'on les aime, mais on peut les honorer pour pouvoir continuer à avancer, à vivre. Mais il y aura toujours ce souvenir-là de se dire, ben, ils ne sont plus là. Donc il y a des moments où ça va aller, tout va bien, on continue à rire, on continue à faire plein de choses, on réalise des choses, etc. Et puis il y a des moments qui vont être quand même douloureux, mais ça fait partie de ce processus-là de la vie, de se souvenir et d'avoir cette douleur qui est toujours là. Parfois elle est forte, parfois elle est moins forte, parfois elle disparaît un petit peu, mais elle ne s'en va pas complètement. Ouais. Donc c'est apprendre à apprivoiser ça. Alors, est-ce que les épreuves peuvent devenir une source de motivation? Si oui, est-ce que ça a été le cas pour vous? Oui. Ah oui, bien sûr. Dans quel sens? Bien sûr, dans le sens où j'ai vraiment mis en place beaucoup de choses que j'avais mis de côté pendant longtemps. Donc c'est vrai qu'après ça, j'ai réalisé quand même beaucoup de choses. J'ai quand même passé mon permis de conduire, que ça faisait des années que j'avais mis de côté. Et je me suis dit, ben non, pour être indépendante et être autonome, il me faut mon permis de conduire. Donc je me suis fixé une deadline. En 5 mois, j'ai eu mon permis. Après, il y avait toujours eu cette envie d'écrire mon livre, donc, qui parle de mon histoire, donc le voilà. Donc l'éclosion d'une femme forte. Voilà. De la désillusion à la réalisation de soi. Un mot dessus?
Voilà, donc c'est un livre que j'ai écrit suite à toutes les épreuves que j'ai traversées, qu'on a citées au tout début de l'émission. Et en fait, ça a été au départ, j'ai écrit ce livre pour... au départ, c'était un témoignage pour toutes les femmes qui vivent des épreuves similaires aux miennes. Et donc, j'ai voulu raconter. Alors, je ne suis pas allée non plus dans un détail. Voilà, j'ai raconté l'essentiel, le plus important pour que les femmes puissent s'identifier, puissent se reconnaître et comprendre comment on peut rebondir après des épreuves. Et donc, comme j'ai réussi à m'en sortir et qu'il y a des processus que j'ai enclenchés pour y arriver, donc je me suis dit, pourquoi pas partager ça. Et donc, une fois que j'ai partagé ça, j'ai eu les retours suite à l'écriture de mon livre, puisque ce livre est paru en 2023, il y a 3 ans maintenant. Et donc, le retour des lectrices au tout début, j'ai été beaucoup... ça m'a fait chaud au cœur, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'elles se sentaient comprises, elles sentaient qu'elles étaient plus seules et qu'il y avait quelqu'un qui avait vécu les mêmes choses qu'elles et que si moi j'ai réussi à m'en sortir, elles le pouvaient aussi. Voilà. Alors la notion d'espoir, elle est sans doute importante dans ce genre de situation. Elle est très très importante. Comment garder espoir justement dans les périodes difficiles? Alors pour garder espoir, il faut se raccrocher à des choses essentielles quand même. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut savoir aussi se faire entourer des bonnes personnes. Alors, des fois, ça peut être la famille, ça peut être des proches, ça peut être aussi la foi aussi. Quand on est croyant, effectivement, il faut se raccrocher à sa foi, puisque ça nous apprend que les épreuves font partie de la vie. Et donc, on fait preuve de résilience pour pouvoir avancer, pouvoir continuer. Et ces piliers-là de la vie font qu'on peut arriver à garder espoir et à avancer. Alors, vous parliez justement du soutien familial. Est-ce que vous trouvez que la société aide suffisamment les personnes en difficulté? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que dans un sens, il y a des choses qui existent, il y a des associations, il y a des femmes comme moi qui organisent des accompagnements, etc., pour pouvoir accompagner les femmes, aider les femmes. Mais d'un autre côté, quand on voit beaucoup de choses qui se passent dans la société, les violences conjugales, les féminicides, etc., on se demande que fait la société. Voilà, donc il y a une part où on peut dire qu'il y a du soutien, comme il y a des endroits qui existent comme la Maison des femmes, il y a des associations qui sont là aussi pour aider justement quand les familles se retrouvent démunies, quand on a vécu un deuil, quand il y a eu la précarité, etc. Mais ça va être sur un moment ponctuel, en fait. Ça ne va pas être sur du long terme. Mais après, c'est vrai que si on a dans sa famille des personnes avec qui on s'entend très bien, qui peuvent être un soutien, c'est tant mieux. Mais parfois, là, il y a une rupture familiale et donc là, c'est plus difficile. Alors, nous sommes à l'ère du numérique et beaucoup de personnes ont souvent maintenant tendance à partager leur histoire, leurs problèmes sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux contribuent justement à aide les gens à avancer, ou plutôt le contraire, ça empêche encore une fois la reconstruction de la personne? Alors, ça, c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est à double tranchant. Ça veut dire que les réseaux sociaux, quand on sait où trouver les bonnes ressources, il n'y a pas de souci. Là, effectivement, ça va aider. Mais quand on ne sait pas où aller et qu'on va tâtonner, qu'on va tomber sur n'importe quel groupe de parole ou autre, et que les personnes ne sont pas dans la bienveillance, on risque de se faire plus de mal que de bien. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention quand on est sur les réseaux sociaux. Il faut savoir déjà se protéger d'une part. Et deuxièmement, il faut plutôt aller sur des groupes qu'on nous a conseillés. Pas y aller comme ça à l'aveugle parce qu'on ne sait pas sur quoi tomber et sur qui tomber. Exactement. Alors, Enda, forte de votre expérience, vous aidez aujourd'hui les femmes qui ont vécu des épreuves douloureuses comme le deuil, la maladie, le divorce ou la séparation à se reconstruire et à retrouver tout simplement une vie alignée. Parlez-nous justement de votre programme d'accompagnement que vous avez mis en place. Oui, alors justement, c'est après l'écriture de mon livre, donc quand j'ai eu les réactions des lectrices, etc., donc j'ai eu à cœur vraiment de faire quelque chose de plus pour aider les femmes. Et donc j'ai cheminé
Et est né donc mon accompagnement individuel, donc l'effet papillon, qui est un accompagnement qui se fait en ligne, parce que je travaille à temps plein, donc voilà, je fais sur le temps que j'ai de disponible. Et c'est vrai que c'est un accompagnement qui va permettre de travailler en profondeur sur la reconstruction des femmes qui ont vécu des épreuves similaires aux miennes, donc le deuil, la maladie, le divorce ou la séparation. Donc pour pouvoir justement se reconstruire et retrouver une vie alignée et pouvoir prendre leur envol tout simplement dans la vie et pouvoir continuer comme ça sur une longue période. Alors concrètement, vous vous y prenez comment? Comment se passe Alors, tout d'abord, lorsque j'accompagne ces femmes dans mon accompagnement, on va travailler tout d'abord sur l'introspection. L'introspection, c'est vraiment revenir sur son histoire personnelle, tout ce qu'on a traversé pour pouvoir un petit peu analyser, décortiquer, déconstruire et puis aussi comment je pourrais dire, débloquer, déverrouiller des choses. Puisque souvent, les personnes ne sont pas revenues sur leur histoire. Alors, s'il y a eu vraiment une psychothérapie, etc., là, oui, il y aura un travail qui a été fait. Mais s'il n'y a pas eu ça, effectivement, tant qu'on n'a pas mis des mots MOTS sur les mots MAUX, c'est difficile de pouvoir passer à autre chose et pouvoir avancer. Et c'est vrai que si on déverrouille, on débloque des choses, en fait, je vais demander à la personne de raconter son histoire. Elle va raconter son histoire, elle commence où elle veut. Et par moment, je vais la stopper. Je vais la stopper, on va analyser ce qu'elle vient de me dire. On va analyser, on va essayer de comprendre des choses. Et au fur et à mesure qu'on va échanger, elle va comprendre elle-même où a été le problème, pourquoi là, ça ne s'est pas bien passé, pourquoi elle a réagi de telle manière, pourquoi à ce moment-là, elle n'a pas été dire à une autre personne ce qui s'est passé, etc. Il y a plein de choses comme ça qui sont comprises, qui sont, étudiées. Et donc, ça permet à la personne de se dire « Ah mais oui, finalement, c'est vrai, le fait qu'il s'est passé ça, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ça. » Et elle va pouvoir guérir de ce traumatisme et pouvoir avancer. Voilà, donc c'est déjà ce processus-là. Et une fois qu'on a entamé ça, je fais aussi la thérapie par l'écriture, donc je fais écrire aussi. D'accord. Par exemple, à la personne, quand elle était petite fille, elle s'écrit une lettre pour se dire ce qu'elle aurait aimé qu'on lui dise à cette époque-là. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi de déculpabiliser, enlever la culpabilité, enlever tous les états d'esprit qu'on avait à cette époque-là. Et donc, ça permet de pouvoir aller de l'avant. Et à partir de là, après, on peut travailler sur l'estime de soi, la confiance en soi et enclencher le processus de reconstruction. Alors, quelle est la plus grande leçon que vous avez tirée justement de toutes ces expériences douloureuses que vous avez vécues? Alors, de toutes les expériences douloureuses que j'ai vécues, ce que j'ai compris déjà, c'est que tant qu'on ne se connaît pas soi-même, c'est difficile d'avancer. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à se connaître parce que souvent on se définit par les autres et pour les autres. Et donc il faut apprendre déjà à savoir qui je suis réellement, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie. Parce que tant que je ne sais pas ça, peu importe ce que je vais faire, ça se passera toujours mal en fait. Alors si vous pouviez justement parler à la personne que vous étiez pendant cette période difficile, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais bravo. Parce que tu es restée forte malgré tout. C'était pas facile. Tu as tenu le coup. Tu t'es battue. Tu as gardé ta ligne droite coûte que coûte. Il y a des moments où c'était dur. Tu as voulu lâcher. Mais tu es restée debout. Vous êtes restée debout et c'est vrai que dans ce genre de situation, on se sent faible. Oui. On n'imagine même pas qu'on a des forces, de la force, une certaine force cachée qu'on ne pouvait pas imaginer. Ça a été le cas pour vous. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous avez découvert justement sur vous que vous ne connaissiez pas? J'ai découvert que j'avais cette force en moi, que j'avais cette persévérance, que j'avais... c'est-à-dire que j'aurais pas pensé... C'est-à-dire si on m'avait dit auparavant, tu vas vivre ça, tu vas pouvoir traverser ça, tu vas avancer, tu vas en être là où tu es aujourd'hui, je n'aurais pas cru à l'époque. Je n'aurais pas pensé ça parce que je me pensais faible. Ouais. Je me pensais faible. Et c'est pour ça le titre de mon livre, c'est « L'éclosion d'une femme forte ». Et on le voit aussi sur l'image que j'ai choisie. C'est une image que j'ai choisie. Donc on voit bien la femme recroquevillée qui finit par se relever et qui prend son envol comme le papillon.
Alors voilà, vous parlez de force, et oui, c'est vrai qu'on dit souvent de rester Oui, fort. voilà. Est-ce que c'est toujours nécessaire? Non, il y a des moments où on doit être fort, ça c'est sûr, parce que sinon il y a des choses qui ne bougeront pas, mais on ne peut pas être fort tout le temps. On reste quand même vulnérable, on a quand même le droit de s'effondrer à certains moments, on a le droit de pleurer, tant qu'on reprend la route, tant qu'on continue d'avancer. Alors, c'est bientôt la fin de cette émission. Enda, est-ce que vous avez un dernier message à adresser pour la fin? Oui, alors un dernier message, c'est ne restez pas au bord de la route. Voilà, tentez toujours quelque chose, peu importe, un petit pas, un devant l'autre, et puis les choses peuvent bouger. Voilà. Et vous n'êtes pas seul, je suis là. En cas de besoin, vous pouvez me contacter, me faire un petit signe. Je serai disponible pour pouvoir échanger avec vous. Effectivement, Enda est présente sur les réseaux sociaux, hein, n'est-ce pas? Oui. Voilà, vous pouvez la contacter en cas de besoin. C'est la fin de cette émission et nos salutations à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Tunis.